Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Les capsules de l'histoire se sont rendues dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, à la rencontre de Ludovic, directeur du centre Azincourt 1415. Le centre, situé à côté du champ de bataille, a pour mission de valoriser et d'entretenir la mémoire de la bataille d'Azincourt du 25 octobre 1415. Il veut ainsi transmettre l'héritage historique et culturel de la guerre de Cent Ans, conflit qui déchira les royaumes de France et d'Angleterre de 1337 à 1453. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui nous sommes à Azincourt en compagnie de Ludovic Hiltenbrand, le directeur du centre Azincourt. Bonjour Ludovic. Bonjour. Enchanté, merci de nous recevoir ici dans ce magnifique lieu, le musée où nous allons aussi découvrir le champ de bataille tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs et auditrices ? Oui, comme vous venez de le dire, je suis Ludovic Hiltenbrand, donc le directeur du centre Azincourt, donc à Azincourt, la célèbre bataille de la guerre de Cent Ans. Donc ce musée est vraiment situé à côté du champ de bataille, si je ne me trompe pas. On a quelques centaines de mètres. Parfait. Et ce musée a été créé en quelle année ? Donc le musée, il y a eu un premier musée en 1982 qui était situé en face de l'église actuelle. Et ici, on est depuis 2001 et le centre a été rénové depuis 2 ans intégralement. Qu'est-ce qu'on peut y voir au sein de ce musée ? Tout le contexte de la guerre de Cent Ans, donc vous pouvez voir comment les gens étaient habillés, sur leur quotidien, mais aussi donc forcément axés sur la guerre et sur la bataille d'Azincourt. Vous pouvez voir les armures, vous pouvez voir les progressions des troupes anglaises depuis Harfleur et le roi d'Angleterre qui était ici présent, donc avec toute sa troupe. Très bien. Alors si on se plonge un peu en 1415 ici à Azincourt, à l'endroit où on se trouve, est-ce qu'on trouve un vieux village ? Est-ce qu'on a le champ de bataille pas très loin ? Nous sommes au cœur du village médiéval d'Azincourt, donc on avait l'église qui était située juste à côté d'ici. En face du musée, nous avions à l'époque la tour avec le seigneur d'Azincourt qui logeait ici, et le champ de bataille qui est situé donc à quelques centaines de mètres derrière cette tour. Très bien, nous allons découvrir le champ de bataille tout à l'heure. En attendant, on va se diriger vers le musée ensemble pour découvrir l'ensemble de ces pièces. Eh bien Ludovic, on entre au sein du musée. Qu'allons-nous voir dans cette première partie du musée ? Donc dans cette première salle qu'on appelle le mémorial, vous avez tous les noms des soldats et des seigneurs qui sont morts sur le champ de bataille d'Azincourt. Donc c'est des personnes qui sont pour la plupart de la région, ici, et de tout âge, parce que le soldat le plus jeune de la bataille avait 15 ans, et ça allait jusqu'à à peu près 70 ans pour les plus âgés d'entre eux. Et vous pouvez voir qu'il y a des familles complètes qui ont été décimées, comme la famille Dossi. On a eu 7 personnes de la même famille qui ont été tuées ici sur le champ de bataille. Donc ici on retrouve l'ensemble des noms de tous les seigneurs comme on vient de le dire à l'instant, c'est bien ça ? Quasiment tous les seigneurs, parce qu'on ne connaît pas tous les noms des soldats, des seigneurs qui sont morts ici à Azincourt. Ici on en a à peu près 530 qui sont affichés sur le mur, mais on estime à peu près à 1000 morts du côté français. Et comment on a fait pour retrouver l'ensemble de ces noms ? Parce que ça doit être un travail monstrueux. Et donc j'imagine que ça doit être un travail d'orfèvre de retrouver l'ensemble des noms des personnes qui ont été tuées lors de cette bataille. Oui, voilà, tous ces noms étaient retrouvés dans les archives, dans toutes les régions. Et c'est une universitaire anglaise qui s'appelle Anne Curie qui a fait tout ce travail de recherche pour retrouver tous les noms des soldats. Alors ici on voit une reconstitution de terrain un peu boueux comme à l'époque, et les flèches, toutes les armures. C'est ça, les bannières, tous les accessoires qu'on avait sur le champ de bataille et qui étaient ensuite délaissés sur le champ de bataille avec les corps. Alors on peut peut-être voir le nom de David de Rambure qui est ici. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Parce que David de Rambure était le chef des arbalétriers ici à Azincourt, et il est venu donc avec la plupart de ses fils, et ils sont tous morts pendant la bataille. Là, c'est que des Français, du coup. Oui, que des Français, et pour 70% des noms ici présents sont des personnes qui sont des Hauts-de-France. Alors, sur cette petite carte, on voit l'avancée des Anglais vers la France. C'est ça. Alors, quel était l'intérêt d'Henri V de venir en France ? Donc,
Henri V, comme ses prédécesseurs, prétendant au royaume de France, il voulait reprendre le royaume au roi de France Charles VI à l'époque, et du coup il a monté un débarquement, une expédition avec des navires. On estime à peu près à 700 navires, à peu près 13 000 hommes qui étaient présents pour débarquer en Normandie, pour déjà dans un premier temps prendre la ville d'Harfleur, parce que la ville d'Harfleur qui protégeait l'estuaire de la Seine, et pour remonter la Seine jusqu'à Rouen, pour reprendre le duché de Normandie qui était la terre de ses ancêtres via Guillaume le Conquérant, et reprendre ensuite Paris, et du coup le royaume de France. D'accord. On le verra sûrement plus tard, mais pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'à Paris ? Le siège d'Harfleur a duré plus longtemps que prévu. C'était normalement une guerre psychologique. Ils pensaient avoir les clés de la ville très rapidement, mais le siège a duré près d'un mois. Donc ici on se retrouve avec la carte de France, plutôt la partie nord, avec donc l'expédition anglaise qui est arrivée à Harfleur. Donc là en jaune c'est tout le chemin des Anglais. Des Anglais, exactement, c'est ça. Donc les Anglais après le siège d'Harfleur avaient perdu beaucoup de temps, puisque comme je vous le disais ça a duré un peu plus d'un mois. Et la stratégie était de retrouver Calais, puisque retourner en Angleterre en bateau, c'était plus possible parce qu'il y a eu une tempête et la plupart des bateaux ont été éparpillés. Donc le chemin le plus direct, c'était de suivre la côte, ici, pour aller jusqu'à Calais, qui était territoire anglais depuis les accords de Brétigny, donc quelques années avant. Et que s'est-il passé ici du coup ? Donc du coup, au début, ça s'est plus ou moins bien passé, même si les Anglais ont eu beaucoup d'attaques avec les villageois, des attaques des Harfleurs, mais la ville d'eux, vous avez une charge de cavalerie, et à partir de la Somme, tous les ponts ont été soit gardés par les Français, soit détruits. Donc ça a forcé les Anglais à suivre à contre-courant la Somme pour franchir justement le fleuve. Et ils ont réussi donc avec un gros détour à Voyenne, où le pont a été reconstruit de manière sommaire pour pouvoir traverser. Est-ce que les Français étaient déjà au courant du chemin que prenaient les Anglais pour monter à Calais ? Oui, plus ou moins, puisque c'était la stratégie de ralentir justement les Anglais, de les fatiguer également. Et pendant ce temps-là, les Français qui étaient pour beaucoup d'entre eux à Rouen, donc les attendaient avant Calais. Très bien. Donc du coup, on voit qu'ils sont passés ici. Ici, voilà. Ils remontent. Ils remontent, donc déjà à partir donc, de la Somme à Hatty, on a les Français, 3 héros français, donc des messagers qui ont annoncé à Henri V que son armée serait combattue dans les jours qui suivent, sans préciser l'endroit ni le moment exact. Donc on a une pression psychologique à partir de ce moment-là. Et les Anglais donc, se sont dépêchés pour arriver jusqu'à Calais et ils ont croisé à Azincourt l'armée française. Qui les attendait de pied ferme. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vu qu'on est sur cette carte, suite à la bataille d'Azincourt, les Anglais se sont redirigés sur Calais. Voilà. Et le roi est retourné à Londres. Donc ici, on se retrouve avec une autre carte de France, mais différente, puisqu'on y trouve les ducs et les terres de Bretagne. C'est ça. On voit que la France, à l'époque, n'est pas forcément unifiée. Ils sont tous dépendants du roi de France, mais c'est une France qui est très divisée, donc à la fois par tous ses duchés, ses comtés, mais aussi par les langues, parce que vous pouvez voir, toutes les langues, on n'a pas le français qui est unifié, comme aujourd'hui, et on ne se comprend pas forcément d'une région à l'autre. Alors est-ce qu'ici, dans ce qu'on voit, il y a eu des ducs qui ont participé à la bataille d'Azincourt ? Oui, on a eu beaucoup de ducs, la plupart de toute façon de la chevalerie française, des grandes seigneuries, voulaient participer à Azincourt, justement parce que c'était une guerre de prestige, on voulait la gloire de la bataille qu'on était sûr de gagner. Donc ici on se retrouve avec l'organisation des deux armées. Quelle était la spécificité de l'armée anglaise ? Donc l'armée anglaise était principalement composée d'archers, puisque sur à peu près 8500 Anglais qui étaient présents ici à Azincourt, on a plus de 7000 archers. D'accord, ils avaient surtout des arcs très longs. Des arcs très longs qu'on appelle les longbows, c'était des arcs qui étaient fabriqués en bois d'if, avec une corde en chanvre et qui étaient extrêmement puissants. D'accord, et pour l'armée française, comment était-elle composée ? Est-ce que c'était principalement à pied ? À cheval, on voit que la noblesse française aimait bien être à cheval. Oui, surtout la noblesse. Après, comme vous pouvez le voir ici, on a quand même 80% de l'armée française qui est à pied, mais on avait également des archers, on n'avait pas que du côté anglais, on avait beaucoup d'arbalétriers également, et même des artilleurs. Donc ici, on se retrouve devant une autre vitrine du musée. À quoi correspondent ces vêtements ? Donc là, vous pouvez voir tous les vêtements qu'on portait à l'époque d'Azincourt, donc les tenues civiles et non militaires. Parce qu'à Azincourt, on avait dans le village beaucoup de moutons et on fabriquait beaucoup de draps de laine. On fabriquait donc les vêtements comme ceux-là. Donc on a des vêtements qui sont entièrement réalisés comme à l'époque, cousus à la main, avec des teintures végétales. Et on utilisait également beaucoup le lin pour les sous-vêtements.
tout était naturel, végétal. 100% naturel, voilà. Même pour les colorations, par exemple pour ce bleu-là, on utilise une plante qui s'appelle le pastel. Pour les bleus plus foncés, de l'indigo. Pour le rouge, de la garance. Tout est fait de manière naturelle. Donc ici, on se trouve dans le 360 degrés. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez souhaité montrer aux personnes, aux visiteurs qui viennent ici? Le but du 360, c'est d'être immergé totalement au cœur de la bataille. Donc vous avez toutes les scènes qui vont se dérouler autour de nous. Vous allez voir le campement anglais, enfin les rangs anglais et les rangs français, et animés au milieu avec la carte en manière interactive. Donc ce qu'on voit là sur les écrans, c'est le champ de bataille. C'est le champ de bataille actuel, exactement. Voilà, ce sont les vues actuelles. Avec deux forêts, je crois, sur les deux côtés. C'est ça, on avait la forêt d'Azincourt et la forêt de Tramcourt. Tramcourt, très bien. Alors, de ce côté-là, on avait les Anglais. C'est ça, les Anglais avec le village de Maisoncelles qui se situait à cet emplacement-là et Azincourt ici. Et au niveau des distances entre les deux forêts, les deux forêts qui n'existent plus aujourd'hui étaient à l'époque très proches et c'était une sorte d'entonnoir et c'était une des difficultés pour la bataille puisqu'il n'y avait pas assez de place pour tous les soldats. On est ici dans l'autre salle qui est de garde, on va dire. C'est ça, la salle d'armes. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir sur ce côté-là? Alors ici, on vous présente toutes les armes qui étaient présentes lors de la bataille d'Azincourt, à la fois dans le camp anglais et français, puisque c'était les mêmes armes. Et on a donc toute cette panoplie, donc les armes d'ast, les armes de trait, donc le longbow, le fameux longbow anglais, les arbalètes qu'on avait beaucoup dans le camp français, mais aussi les épées, les armes de choc, qui sont très diversifiées. Et ensuite ici, si on se déplace sur ce côté, on découvre du coup tout ce qui est les armures des deux côtés également qui se ressemblaient. Voilà, c'est ça. Donc on voit vraiment que y a de la masse. C'est ça. Il faut les porter. Combien de temps on mettait pour s'armer? Il faut compter une vingtaine de minutes avec un ou deux assistants puisqu'on ne peut pas mettre toutes les pièces tout seul. Très bien. Et l'efficacité de l'armement face à des armures de ce niveau? Est-ce qu'une flèche peut traverser ce type d'armure? Une flèche, si l'arc n'est pas trop loin, peut traverser une armure de plate et l'arbalète aussi. On se rend compte qu'avec les casques, on se doute qu'on ne voit pas grand-chose non plus sur le terrain. Oui, c'est ça. C'est surtout si on est à cheval, donc avec les vibrations, avec tous les mouvements, on n'a pas une vue optimale derrière le casque. Donc on découvre ici, pareil, encore des armures de l'époque, mais plutôt défensifs. On a donc les cottes de mailles, les boucliers, les pavois, voilà. Les pavois. Les vestes de protection, qui est l'ancêtre du gilet pare-balles, qu'on appelle le jack. Et c'est des vestes qui protègent très bien, puisqu'on avait près une trentaine de couches de lin. Donc c'est aussi efficace qu'une cotte de mailles. D'accord. Et le casque un peu anglais, on va dire. Voilà, le casque chapelle, qui est beaucoup d'archers anglais justement avaient ce type de casque, mais on le retrouvait aussi du côté français. Donc ici on voit la composition des deux armées avec les chiffres. Je trouve que l'importance des chiffres... Très important, oui. Surtout que les chiffres ont longtemps été faussés dans l'histoire d'Azincourt. Et ici, nous avons donc les chiffres les plus crédibles pour cette bataille. Donc environ 12 000 Français pour 8 500 Anglais. Donc là, les Français étaient supérieurs en nombre. Malheureusement, le terrain n'était pas en leur faveur. Voilà. Et les Anglais, qui étaient du coup composés principalement d'archers, on l'a vu tout à l'heure, a été beaucoup plus efficace. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots que sont les hommes de trait ? Alors, les hommes de trait, ce sont les hommes qui sont avec des armes de trait, donc avec les arbalètes et avec les arcs. D'accord. La noblesse, elle était plutôt à cheval ou à pied? La noblesse en France, on est principalement à cheval, sauf que là pour Azincourt, comme le terrain était extrêmement boueux, ils ont été contraints pour certains d'entre eux de descendre du cheval. Quelles sont les pertes et le bilan de cette bataille? On trouve tous les chiffres possibles sur la bataille d'Azincourt, mais aujourd'hui, on est à peu près d'accord qu'il y a environ 1000 Français qui sont morts pendant la bataille pour 500 Anglais. D'accord, c'est vrai que vu le nombre de flèches, on pourrait estimer encore un plus grand nombre de pertes. Oui. Et au niveau des prisonniers, qu'en est-il? Il y a eu pas mal de prisonniers français, donc même si Henri V en a fait tuer énormément juste après la bataille, mais il y en a eu à peu près 300, 320. Donc ici, Ludovic, on se trouve en plein cœur du champ de bataille d'Azincourt. Vous avez reconstitué une stèle en l'honneur de tous ces combattants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc du coup, il y a quelques années, nous avons pris l'initiative de mettre une stèle en hommage à tous les soldats, à la fois côté français et côté anglais, qui sont morts ici sur le champ de bataille.
Alors que représente cette stèle? Donc ici on a la deuxième stèle sur le champ de bataille d'Azincourt qui est un hommage aux Gallois de Fougières, donc qui était un seigneur et prévôt des maréchaux, c'est-à-dire l'ancêtre des gendarmes. Donc du coup c'est le premier gendarme de l'histoire de France qui est tombé sur un champ de bataille. Et du coup le Gallois a été enterré ici à proximité dans une église à Auchy-les-Édins où on peut encore voir une plaque commémorative. Et il était exhumé en 1936, il est actuellement à Versailles. Donc ici Ludovic, on se trouve en plein cœur du champ de bataille d'Azincourt. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'emplacement où nous sommes aujourd'hui? Ici nous sommes plus ou moins sur la première avancée française, donc avec tous les seigneurs et donc les autres qui étaient derrière, et de ce côté-ci donc les troupes anglaises. Donc les Anglais étaient disposés là-bas et les deux forêts des deux côtés. Voilà, c'est ça, face à face, la forêt de Tramcourt et la forêt d'Azincourt. Qui était un peu plus riche, beaucoup je plus, pense. Oui, qu'elles ont totalement disparu aujourd'hui. D'accord. Donc ici, le terrain est assez plat aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, il était pareil? Est-ce qu'il y avait une colline? Non, pas de colline. C'était vraiment la même topographie, à l'identique, juste avec les forêts en plus. Voilà. Aujourd'hui, on a un climat très correct, on va dire ça comme ça. Il fait très beau. Quel était le climat de l'époque au moment de la bataille? Beaucoup plus humide puisqu'il pleuvait depuis 15 jours à l'époque de la bataille et du coup le sol était totalement détrempé et c'était donc pas évident pour la cavalerie puisque pour les chevaux c'était très compliqué d'accéder jusqu'aux lignes anglaises et donc la plupart des cavaliers ont dû descendre de leurs chevaux et combattre à pied. Donc là on est à l'emplacement de la cavalerie française qui a chargé en premier sur les rangs ennemis qui avaient des pieux pour les recevoir. Donc les cavaliers français étaient situés aux extrémités des lignes françaises, donc de chaque côté, et ils ont été vers les lignes anglaises. Voilà. Alors est-ce qu'à un moment de la bataille, quand ils sont mis à replier, ça n'a pas mis un peu le désordre? Oui, c'est ça, parce que du coup, comme ils sont repliés, il y avait les autres qui avançaient au même moment, donc ça a été un peu chaotique pour l'armée française pour avancer jusqu'aux lignes anglaises. On là, imagine la portée aussi des arcs longs anglais qui tiraient sur la cavalerie. Voilà. Je pense que là, la cavalerie a été bien décimée sur cette partie-là. Oui, c'est ça, et puis tout le reste des Français également, les Français qui ont attaqué les Anglais. Bon, est-ce qu'on peut rappeler le bilan de cette bataille? Oui, donc le bilan, après la bataille, on estime à peu près à 1000 morts du côté français, donc on connaît à peu près aujourd'hui la moitié des noms, et du côté anglais, environ 500 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des fouilles qui ont eu lieu ces dernières années pour retrouver éventuellement des corps? Il n'y a pas eu de fouilles ici à Azincourt. Enfin, on a eu des fouilles très anciennes au 19e siècle avec Boucher de Perse qui a retrouvé quelques fragments d'épée, des pointes de flèches, ce genre d'artefacts. Mais on n'a jamais retrouvé de corps à Azincourt puisque tous les corps ont été inhumés dans 3 fosses communes qui sont situées derrière nous. Donc ici, on avait la cavalerie et derrière la cavalerie, on trouvait les hommes de trait, c'est bien ça? C'est ça, oui, qui étaient vraiment à l'arrière, donc les hommes de trait avec leurs arbalètes, avec les arcs, et on avait aussi des artilleurs à Azincourt. Et à la fin de la bataille, par où sont partis les Français? Donc les Français sont éparpillés et ont fui à la fin de la bataille, pas un endroit particulier, et beaucoup d'entre eux ont été prisonniers et ont été ramenés à Calais, justement en territoire anglais. D'accord. Donc on peut imaginer ici un bain de sang total sur le terrain, un bruit, je pense, assourdissant. Avec tous les corps qui étaient répandus sur le champ de bataille. Les corps sont restés 3 jours ici sur le champ de bataille avant d'être inhumés, puisque les abbés de l'abbaye de Ruisseauville, qui est donc située derrière nous, étaient missionnés pour creuser 3 grandes fosses communes pour inhumer donc justement tous ces soldats morts pendant la bataille. Les soldats français, puisque les soldats anglais, eux, avaient été crématisés sur le champ de bataille. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Azincourt comme une bataille anglaise, parce que c'est vrai que les Anglais ont remporté cette bataille. Grâce à votre musée, on commence à mettre à l'honneur de plus en plus l'armée française. C'est vrai que c'est toute la noblesse française qui s'est mobilisée. Exactement. Il y a eu des pertes considérables. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu les ducs qui ont péri ici sur cette bataille? On avait toutes les familles, enfin tous les princes qui étaient présents. On a eu le duc d'Alençon, on avait le duc de Bourbon, on avait tous les grands qui sont venus ici. Donc ici, Ludovic, on se trouve un peu à l'arrière-plan du champ de bataille au niveau des Anglais. Exactement, c'est bien ça. Donc les Anglais étaient situés juste ici et nous sommes, comme vous venez de le dire, à l'arrière des lignes anglaises. Donc un peu pour terminer ce tour de la bataille d'Azincourt,
La question qui me parle, c'est les reconstitutions historiques. Il y en a de plus en plus. Alors, on entend beaucoup la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il existe des reconstitutions historiques de la bataille d'Azincourt? Oui, bien sûr. D'ailleurs, à Azincourt, on fait régulièrement des sorties historiques, des reconstitutions avec la vie de campement, des scènes de bataille également. Donc, j'en fais partie du groupe gendarme 1415, où je suis un simple soldat et je me bats contre les Anglais. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre à la place de vos ancêtres? C'est être dans le quotidien des soldats, puisqu'on mange comme à l'époque, on fait les recettes, on fabrique nos costumes nous-mêmes, tout cousu à la main, tout est vraiment au plus près de la réalité historique. Merci beaucoup en tout cas Ludovic. C'était un plaisir de découvrir à la fois votre lieu, donc le musée et le champ de bataille. C'est pour moi essentiel de montrer ce lieu de mémoire qui va perdurer dans le temps, et c'est grâce à votre travail, à toutes ces recherches aussi qui ont été menées par rapport à cette bataille. C'est vraiment essentiel. Je voulais vous remercier pour ça, d'avoir accepté de participer à cette aventure. Et puis également la transmission, puisqu'aujourd'hui on est au début du XXIe siècle, les guerres se poursuivent dans le monde, et la transmission, déjà par la reconstitution, par les musées, c'est vraiment essentiel. Est-ce que vous auriez une bouteille à la mer à jeter un peu pour les nouvelles générations dont vous faites partie, pour celles et ceux qui vont arriver à Azincourt dans les prochaines années? Quel message vous souhaitez porter à cette jeunesse? L'histoire est essentielle puisque l'histoire se répète, et si on comprend son passé, on peut comprendre son présent et également son futur. Très bien. C'est sur ces mots que se conclut cet échange avec Ludovic sur le musée Azincourt. Merci encore à toutes celles et ceux qui nous ont suivis durant tout ce périple. Pensez à vous abonner, à suivre les réseaux sociaux du musée, à venir le découvrir, parce que c'est en venant vivre ici l'expérience au sein du musée que vous allez comprendre comment s'est déroulée la bataille d'Azincourt. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci.